Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de votre fidélité naissante à la chaîne Les Inactuels et à ce rendez-vous mensuel qui verra se succéder les plus grands intellectuels, artistes et écrivains français de notre temps, dont les œuvres et les travaux sont des phares pour éclairer la vie moderne. Le mois dernier, je recevais l'essayiste et critique éloquent de la modernité Bertrand Lamel, en compagnie de mon collègue Lancelot Bourgeois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un nouvel invité, et je suis en compagnie cette fois-ci de Sophie Di Malta. Sophie, bonjour. Bonjour. Juan Asensio, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Vous êtes essayiste et critique littéraire, peut-être l'un des derniers critiques littéraires, avec Pierre-Marie, qui fut un temps votre compagnon de route. Oh, compagnon de route. Je crois qu'il a décidé de quitter le carrosse qui nous emmenait vers un horizon de critique littéraire polémistique. D'accord. Mais ce n'est pas Oui, tout. il a été compagnon de route, bien sûr. D'accord. C'est une personne que j'estime, mais nos chemins ont divergé, comme il l'a dit lui-même. D'accord. Mais vous êtes diplômé en lettres modernes et philosophie de Lyon 3. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Littérature à contre-nuit, qui est un recueil de textes consacré à la question du démoniaque en littérature, mais aussi de cet ouvrage, Le temps des livres est passé, paru aux éditions Ovadia en 2019, dont nous reparlerons un peu plus tard. Et enfin, vous tenez le blog Stalker, ayant pour sous-titre « Dissection du cadavre de la littérature », dont la première note date de 2004. Maintenant que les présentations sont faites, j'aimerais commencer l'entretien par une question aussi simple que cruciale. Cher Juan Asensio, pourquoi avoir embrassé la profession de critique littéraire, qu'on pourrait qualifier, pour reprendre un mot de notre dernier invité Bertrand Lamel, de sacerdoce en voie de disparition? Bertrand a raison. D'abord, ce n'est pas une profession. En tout cas, je ne l'envisage pas comme une profession. J'étais dans une salle des marchés, j'ai déjà raconté cette anecdote plusieurs fois, une grande banque, et c'était l'époque où Maurice G. Dantec était très connu, était très présent dans les médias français. Et il fallait le défendre parce qu'il avait été attaqué à la suite d'une correspondance qu'il avait tenue avec le Bloc identitaire, où ils échangeaient sur la situation géopolitique mondiale, Israël, les États-Unis. Ils partageaient un certain nombre de points de vue avec lesquels Dantec n'était pas forcément d'accord, avec lesquels il était d'accord. Et ces courriels qui étaient privés sont devenus mystérieusement publics. Immédiatement, les journalistes d'une certaine presse se sont acharnés sur Dantec en le traitant de tous les noms. Et je me souviens particulièrement d'un certain Philippe Nassif, paix à son âme, puisque j'ai appris qu'il était monté au ciel des journalistes. Je me demande à quoi ressemble le ciel des journalistes, de Technicart. Et Dantec s'était fait traîner dans la boue. Et je traînais à l'époque dans une revue qui s'appelait Cancer, montée par Bruno Daniel-Laurent, qui invitait des gens comme Nab, des gens comme Dantec, et on cherchait un moyen de défendre Dantec face à la déferlante d'eau sale, pour ne pas dire autre chose, qui s'abattait sur lui. On avait prévu de d'écrire un numéro spécial Dantec, on essaierait de le défendre, mais il n'y avait pas une bonne réactivité face à cette déferlante qui s'abattait d'un coup, et dans tous les titres, puisque lorsque Technicart parle, il y a de fortes chances pour que ce soit repris par les Inrecuptibles, par Télérama, etc. Bref, vous connaissez tout cela. Et j'étais donc dans ma salle des marchés, et passait un informaticien à qui je parle de la question de trouver un moyen technique rapide. Il me dit « Mais pourquoi ne crées-tu pas un blog ?» Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un blog. Et donc, en 5 minutes, j'ai créé Stalker. C'était le 4 mars 2004, je crois, de mémoire, où j'avais initié Stalker par un texte défendant Dantec. Texte que j'ai supprimé depuis parce que c'était un petit billet d'humeur assez insignifiant. Et donc à partir de là, il fallait trouver un bon titre, puisque c'est le titre qui est accroché à l'URL, donc mieux vaut choisir son titre. Et Stalker, le film de Tarkovsky, a immédiatement scintillé dans mon esprit, d'abord parce que j'ai une fascination particulière pour ce film-là et pour Tarkovsky en général, mais surtout parce que j'y voyais une forme de métaphore, puisque le Stalker est celui qui explore la zone. Et cette zone dont on ne connaît pas bien l'origine, on ne sait pas si elle est d'origine extraterrestre ou si c'est une expérience scientifique qui a mal tourné, en son centre abrite la chambre des désirs ou la chambre des secrets, suivant la traduction,
qui est censé exaucer votre vœu le plus cher. Le stalker conduit un certain nombre de personnes à ses risques et périls, puisque les dangers de la zone sont foudroyants, mais n'a pas lui-même le droit d'entrer dans la chambre des vœux, des miracles, des secrets. Et je voyais cette espèce de métaphore très très bien fonctionner pour ce que je voulais faire de la critique littéraire. Au départ, il faut bien vous le dire, je voulais défendre Dantec. Donc je n'avais pas l'idée, si on m'avait dit ton blog en 2020 durera toujours, j'aurais rigolé au nez de la personne qui m'aurait dit ça. Mais quoi qu'il en soit, au fil et à mesure de mon avancée, de mon exploration de la zone, j'ai vu que cette espèce de métaphore, comme disent les universitaires, était signifiante. C'est-à-dire que j'accompagne, je suis le stalker, celui qui accompagne qui veut rentrer. Je n'oblige personne à rentrer dans la zone. Qui veut rentrer me suit. C'est moi qui fixe les règles de l'exploration. Et libre à chacun de rentrer ou pas dans la chambre des désirs ou des vœux. Moi, je n'ai pas le droit d'y entrer, d'abord parce que je m'y interdis d'y entrer, probablement comme le stalker parce que je n'ai pas la foi pour y entrer, et probablement aussi parce que j'aurais trop peur d'exaucer le vœu qui me tient le plus à cœur. En tout cas, j'y conduis les personnes, et je leur permets de découvrir un certain nombre d'auteurs, dans une espèce de démarche ironico-kierkegaardienne, où je me tiens le plus loin possible de l'auteur que je veux évoquer, tout en essayant de faire... Comment dire ? Je ne pars pas du principe que je vais rentrer dans l'histoire, ou comme disent nos modernes, le pitch. Je m'en contrefiche. Je considère que le lecteur, ce qui est quand même une forme non pas de prétention, mais de souveraineté accordée à l'intelligence du lecteur, je considère que le lecteur a lu le livre. Donc je ne vais pas m'attarder sur l'histoire, le résumé, tout ça, on le trouve sur Wikipédia, n'importe où sur la toile. Non, je vais en parler comme j'eusse aimé qu'on m'en parlât. S'il y avait une critique journalistique digne de ce nom en France, on y viendra peut-être, qui à mes yeux n'existe plus. Et de fil en aiguille, tout un tas de personnes se sont agrégées de près ou de loin. Vous avez cité Pierre-Marie, il y en a eu d'autres. Francis Moury, Grégory Mion, bien sûr, Baptiste Rapin, Rémi Soulier, Serge Rivon, Jean-Luc Évard, hélas décédé, Dominique Autier, aussi hélas décédé, qui se sont agrégés à Stalker. La plupart du temps, on ne se connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et ils m'ont dit « c'est incroyable, j'ai tapé tel nom d'auteur sur Google, et immédiatement je suis tombé chez toi, enfin une critique, enfin un ton, enfin qu'on soit d'accord ou pas, c'est un autre problème. Enfin un ton qui sort de la monotone ondée du sous-langage, comme disait Armand Robin, qui est la critique, qui est devenue la critique journalistique, qui est une critique de complaisance. Et enfin, on rentre dans un texte par la difficulté, c'est-à-dire sans rien dire de l'histoire ou presque, sans parler des personnages, sans dire « alors moi, ce qui fait que j'ai bien aimé tel livre, c'est vraiment parce que… » Non, je m'en fiche. Je veux donner une portée métaphysique à un texte ou montrer, à contrario, que ce texte ne vaut strictement rien et qu'il est presque aussi mauvais qu'un cher connard, pour n'en citer qu'un. Vous n'êtes pas là pour faire des résumés. Non. Stalker, toujours pertinent ce mot aujourd'hui, après plusieurs années ? Je suis très très fatigué, pour tout un tas de raisons. Et surtout parce qu'il faut bien avouer que Stalker est un ogre, une espèce de trou noir. J'ai plusieurs fois repris la métaphore de l'astroclus, du trou noir, tel que les astrophysiciens l'entendent, qui dévore la matière. Et ça m'a beaucoup coûté personnellement. Ça ne m'a pas fait évidemment que des amis, vous vous en doutez bien. Ça ne m'a rapporté que des ennuis, pour ne pas dire un autre mot, puisque je n'en vis pas, ce n'est pas ma profession. Je fais cela comme une espèce d'apostolat. Oui, effectivement. Précédé, comme disait Léon Blois, d'une colonne de silence, précédé et suivi d'ailleurs. Je suis fatigué parce que je n'ai pas de relais particulier à part des volontés propres et des libertés propres qui s'agrègent à Stalker, tout en ayant chacun sa faculté de penser, évidemment, parce que je n'interfère jamais dans ce qu'écrivent les autres à partir du moment où ils écrivent quelque chose de bon. Je vais essayer de conduire l'exploration de la zone jusqu'en mars 2024, histoire de marquer une date anniversaire un peu symbolique, 20 années d'apostolat. Ma foi, c'est pas mal. Et vous parliez des trous noirs, justement, on y reviendra par la suite. Oui. On va entrer un peu de plein pied dans la littérature. Juan Asensio, vous évoquez, à propos de la littérature contemporaine, régulièrement, cette mode du sujet-verbe-complément. Regrettez-vous que les auteurs aient délaissé le style ? Enfin, comment est-ce que vous interprétez cette sorte d'affaissement de l'exigence en littérature aujourd'hui ? Ce sont deux questions différentes. Est-ce que je regrette qu'ils aient oublié ce qu'est le style français ? Non, je m'en contrefiche. S'il y a des auteurs, on ne peut pas les appeler des écrivains, des auteurs,
qui sont suffisamment nuls pour s'exprimer en sujet-verbe complément. Et là, la liste serait longue de ces auteurs-là. De temps en temps, un adjectif apparaît, et là, mon Dieu, les portes de la perception semblent s'effondrer. Libre à eux. Et de la même manière, pour les éditeurs, libre à eux. Et pour le public qui est suffisamment sot, inculte, bête, pour se nourrir de boulettes de viande synthétique, libre à lui aussi. Si je m'en désole, c'est parce que j'estime qu'une nation pardon de rentrer tout de suite dans des considérations un peu métaphysiques, mais une nation n'est rien sans une langue. Et le français est, ma foi, suffisamment abattardi à longueur de journée par la novlangue journalistique, par la novlangue, le sabir qui accourt dans toutes les entreprises et qui maintenant accourt partout, parce qu'un Baptiste Rapin vous dirait que ce sabir-là est employé généralement, y compris à l'université, y compris partout. C'est-à-dire que vous ne réfléchissez plus que par Excel, que par PowerPoint, que par petits fichiers, et la littérature doit se plier à toutes ces contraintes-là. Donc, si ce langage cybernétique est en train de nous gouverner, d'origine cybernétique est en train de nous gouverner, il est évident qu'il va aussi rentrer dans la littérature comme le dernier bastion, comme l'ultime refuge où un certain nombre de fous, peut-être, conservent une haute idée de ce qu'est la langue et de ce qu'est la littérature française. Donc, je m'en désole, mais en même temps, ce n'est pas mon instrument de travail. Mon instrument de travail, c'est une paire de lunettes et un scalpel. En revanche, c'est le corps en pleine putréfaction dans lequel je ne crains pas de mettre le nez. Ce que ne font plus, encore une fois, les journalistes, et même une forme de critique universitaire bien paresseuse, qui considérera que l'on peut tout étudier, que Annie Ernaux est au moins aussi intéressante que Simone Veil, la vraie, que Becbédé est au moins aussi intéressant que Jean Cau ou que Bernanos. Il y a une forme d'aplanissement universel qui se voit lui-même dans la langue. Donc oui, la langue tombe, le style de la haute prose française n'est plus ce qu'il était. Je parle par généralité, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Mais la grande tendance, regardez, là on vient de sortir, moi j'ai eu du mal, j'avais ma bouée de sauvetage, mais j'ai eu du mal à ne pas être immergé par cette cacophonie hurlante que l'on appelle la rentrée dite littéraire. Avec l'énorme paquebot complètement pourri par des anémones de mer et tout un tas de bestioles de Virginie Despentes, qui a phagocyté le reste de la rentrée. Alors ma foi, s'il y a parmi cette foule de nains quelqu'un qui sort un petit peu de la moyenne, bien malin celui qui pourra le repérer. Pour revenir justement sur la novlangue, qu'elle est de plus en plus présente dans le langage et même dans le dictionnaire, pour beaucoup de mots. Le Larousse se fait une spécialité, dès qu'un mot totalement idiot apparaît, de le mettre immédiatement. Donc il y a une sorte de désacralisation du langage. Comment est-ce qu'on peut se prémunir de ça ? Je ne sais pas. J'ai essayé d'analyser cette désacralisation du langage sur Stalker par une série d'articles sur les langages, ce que j'ai appelé les langages viciés, en me fondant sur les œuvres d'un Karl Kraus, d'un Armand Robin que j'ai cité tout à l'heure, d'un Orwell, d'une multiplicité d'auteurs, de Klemperer parlant de la LTI ou la langue du Troisième Reich, d'une multiplicité d'auteurs qui ont vu, parce que je ne prétends pas du tout à l'originalité, d'une multiplicité d'auteurs qui ont vu que le langage était finalement la dernière ressource laissée à l'homme libre, de s'arrimer à quelque chose qui le dépasse. Non seulement une profondeur de par le terreau étymologique de la langue qui vous fait, dès que vous avez 2 doigts de conscience un peu littéraire, plonger dans les arcanes de la langue et voir les différentes étapes de la composition d'un mot, tous les sédiments, d'une certaine manière, que le fleuve de la langue a laissé se répandre sur le lit de la rivière en creusant justement cette rivière. Et non seulement vers le passé, bien sûr le présent, pour comprendre le présent dans sa totalité, mais finalement, le langage est comme une espèce de raie, de filet, que l'on lance au large pour essayer de capturer quelques bribes de ce qui va devenir. Or, si vous avez un langage dont le filet, pour reprendre la métaphore que j'ai utilisée, est totalement effiloché, voire complètement troué,
Que va-t-on capturer ? Strictement rien. On ne charriera rien du passé, donc on sera une époque totalement vide et totalement flottante dans une espèce de non-liberté ou d'une liberté à vide, pour reprendre les termes des philosophes. Ça, c'est pour le présent, désamarré du passé. Et sans passé et sans présent, vous comprendrez qu'il est difficile de tenter de sonder ce qu'est l'avenir. Et d'ailleurs, personne ne cherche à savoir ce qu'est l'avenir. On nous prédit évidemment des catastrophes de tous ordres, un rythme toujours aussi effréné de poursuite du progrès. Mais qui a envie de se projeter dans l'avenir ? Qui a envie de faire vraiment des enfants pour la France de Macron et la France qui est en train d'être totalement arasée par ce laminoir ? Tout un tas de laminoirs, mais ce laminoir, pour ce qui me concerne, ce laminoir d'un langage universel, qui est le langage de la machine. Et la domination se fera dans le monde par un langage universel. C'est ce que montre finalement un Dostoïevski dans sa parabole du grand inquisiteur, où on répand le pain, la manne, en pariant sur le fait que toute personne normalement constituée est finalement prête à laisser sa liberté choir pour se ranger dans le troupeau. Et ce ne sont finalement qu'une poignée d'irréductibles ou une poignée d'anormaux, pour reprendre la comparaison que je faisais, qui, eux, vont tenter de résister face à la séduction du grand inquisiteur, que l'on peut envisager sous la forme d'un langage universel, c'est-à-dire la nouvelle langue d'Orwell. Mais finalement, Orwell n'est pas allé assez loin, parce que si la nouvelle langue d'Orwell essayait de limiter la fréquence des mots et de limiter la richesse des mots, donc finalement de limiter la pensée, ce n'est rien, il n'a rien vu finalement par rapport à ce qui est en train d'advenir. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes confrontés au langage de la machine. Le langage de la machine, c'est 0, pas de courant, 1, courant. Donc, comme Gunther Anders l'a dit, on va vers la grande machine. Et cette grande machine n'a non seulement pas besoin de langage, mais aura surtout besoin d'esclaves. Nous. Est-ce qu'il y a une perte de l'intellect ? Est-ce que c'est à cause d'une culture du divertissement qui fait qu'on s'intéresse de moins en moins à la langue ? Il est toujours difficile de dire ce qui est la conséquence et ce qui est la cause. On peut imaginer effectivement, comme vous le dites, que tout est fait pour accélérer la vitesse, tout est fait pour vivre dans l'instantanéité et pour surtout apporter des réponses les plus jouissives possibles à tous les désirs que l'homme moderne peut exprimer à la vitesse de la lumière, ou peu s'en faut. Et on peut considérer que cette accélération de la bêtise, cette accélération de la vitesse à tout prix, la vitesse pour la vitesse. Pourquoi faire ? Pour rien, mais pour la vitesse. Très bien. Aller sur Mars en une semaine, bientôt se téléporter directement, et pour faire quoi sur Mars ? Rien, parce que j'écouterai les mêmes informations dans mon écran plasma géant. Et on peut donc considérer que c'est cette espèce de surrection, de grande avalanche de la modernité triomphante, de culte du progrès qui arrase tout, le raisonnement planétaire dont parlait Heidegger, ou on peut considérer au contraire que c'est au jour le jour, comme Karl Kraus finalement le pensait, qui disait que la Deuxième Guerre mondiale avait pour origine le fait qu'on laissait passer trop de coquilles dans les journaux allemands. Et il considérait que c'était en s'attaquant à la langue, que c'était en détruisant la langue, que les pires atrocités ne pouvaient qu'advenir. Puisque à partir du moment où vous n'avez plus la langue comme conscience et comme espèce de fond sur lequel se détachent vos actes, qu'ils soient les actes d'un juste ou les actes d'un salopard, la liberté n'existe plus. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Si le langage n'existe pas, qu'un George Steiner dirait qui descend finalement de Dieu pour lui-même, d'une origine supraterrestre, si le langage n'existe pas, tout est absolument permis. C'est ce que l'on voit, si vous me permettez cette digression, dans La Route de Cormac McCarthy, qui décrit donc l'errance dans un monde post-apocalyptique d'un père et de son fils. Et ce qui est très très étonnant, et ce qui est d'ailleurs admirable chez McCarthy, c'est le fait qu'il considère que la dernière forme de liberté se niche dans le langage. À quoi sert-il, se demande le père, d'apprendre à mon fils ce qu'est une boîte de Coca-Cola, puisque le Coca-Cola n'existe plus. Il prend un exemple ridicule. Mais de la même manière, il prend d'autres exemples où il se dit à quoi ça sert de parler d'un arbre, puisque dans ce monde-là, les arbres ont disparu. À quoi cela sert-il de parler d'un lever de soleil, alors qu'il y a toujours une espèce de
tourbillonnante couche de poussière qui encercle le monde dans les ténèbres. Donc, si vous perdez le langage, vous perdez la capacité de dire la richesse infinie du monde. Plus le langage est pauvre, plus le monde s'appauvrit. Un cercle vicieux aussi. C'est une forme de cercle vicieux, donc je ne saurais pas où placer, puis ce sont des questions quand même très, 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 très complexes. Un politicien vous dirait, oui, voilà, c'est ceci, cela. Un historien vous dirait, oui, voilà, c'est ceci, cela, etc. Moi, je me borne à assister, avec d'autres, encore une fois, avec d'autres, à une réduction drastique des possibilités d'appréhension, de compréhension du langage. Encore plus modestement, de la langue française. Juan Asensio, tout à l'heure, vous faisiez le distinguo entre un auteur et un écrivain. Et je voudrais revenir notamment sur un néologisme que vous avez formé. Vous parlez des écrinains. Je ne sais même plus s'il est de moi. Celui qui l'a inventé se reconnaîtra. Je te salue. C'est ça, mais vous le citez quand même assez régulièrement. C'était facile, mais ça m'amuse à chaque fois. Qu'est-ce que pour vous un écrinain ? Un écrinain est tout ce que n'est pas un écrivain. C'est une définition apophatique, à contrario. Un écrinain est une personne qui n'a pas de style. Un écrinain est une personne qui n'a pas de taille, c'est le cas de le dire. Un écrinain est une personne qui est obligée, comme disait Rabelais, de se jucher sur les épaules des géants pour paraître grand lui-même, alors que c'est un nain. Un écrinain n'a pas de langue. Un écrinain est en dehors de la littérature et est, pour le coup, dans ce langage binaire dont nous parlions. Si la question suivante est « Quels écrinains verriez-vous » il n'y a que cela autour de nous. Il n'y a que cela autour de nous. Et c'est par exception que les écrivains se distinguent des écrinains. À une époque, les écrinains étaient légion. Ce n'est pas quelque chose qui a apparu... l'écrinain est apparu vers le 19e siècle. Mais l'écrinain avait une espèce d'ennemi principiel qui était le critique littéraire, qui, d'un coup de maillet, réduisait l'écrinain à sa petite dimension infinitésimale, celle d'une crêpe, une crêpe de bavardage. Or, ce maillet, ce gourdin, appelez-le comme vous voulez, cette massue, n'existe plus à l'heure actuelle. Et du coup, pullulent les écrinains. Imaginez un élevage de moutons sans un loup. Imaginez un poulailler sans renard. Imaginez un nid de rats sans, j'allais dire un chat, mais les chats ne s'approchent plus des rats, vu leur taille, surtout à Paris, sans aigle ou sans rongeur encore plus gros qu'un rat. Eh bien, c'est ce qui nous arrive. Nous sommes dans une époque d'écrinains. Les écrinains pullulent, sont légion, se reproduisent. Mais je ne sais même pas comment ils font pour se reproduire. Ce n'est pas par une voie sexuelle. Bien sûr, si. Mais ils se reproduisent par une espèce de contamination des spores. Et vous arrivez, vous soufflez sur un écrinain, foup, et là, les spores se répandent et vont retomber sur un autre écrinain. On souffle sur Yannick Enel, pouf, et puis là, tout d'un coup, ça retombe sur Solers. Et sur Solers, ça retombe sur François Méronis. Et de François Méronis, on passe à Cécile Coulon, à Virginie Despentes, dont tout le monde parle. Et même à un écrinain en chef, car il faut toujours dans le village des Schtroumpfs, il y a toujours un grand Schtroumpf. Il y a un grand nain. C'est Michel Houellebecq en France, puisque je vous rappelle, enfin je vous le rappelle ou je vous l'apprends, je vous le rappelle évidemment, vous êtes informés, qu'il est pressenti pour recevoir le Nobel. Vous me direz, après le Clésio, tout est permis. Mais voilà, donc un écrinain, c'est tout ce qui nous entoure, et un écrivain, c'est tout ce que nous regrettons, en tout cas ce que moi je regrette. Il y a une sorte de cooptation de niveau, et peut-être ? Oui, j'allais dire que c'était un terme beaucoup moins flatteur que la cooptation, comme vous dites. Rabelais, toujours lui, parlait d'entrelêchage. C'est un entrelêchage universel où Pierre entrelèche Paul. Paul lui-même est tout content que Nadine entrelèche Édouard, qui lui-même, Édouard... pense tout le bien qu'il peut du grand livre de François, et François dit tout le bien qu'il peut du grand livre d'Augustin. Au moins pour deux prénoms, je pense que vous verrez à qui je fais référence. On voit très bien. Et vous distinguez aussi l'écrivain de l'auteur. Tout le monde est auteur. Ma boulangère est autrice. Tout le monde est auteur actuellement. Tout le monde, même des gens qui n'écrivent pas. Lorsque Dalida a publié ses mémoires, Mimi Mati publie ses mémoires, elle est reçue en grande pompe, sur tel ou tel plateau d'émission, elle est présentée comme autrice. Et ça ne choque absolument personne. Oui, un écrivain est quand même au-dessus d'un auteur. Est-ce que les grandes maisons d'édition aujourd'hui, celles qu'on connaît, n'ont pas renoncé à la qualité ? Est-ce qu'aussi ce n'est pas à la hauteur de la demande ? Les grandes maisons...
Oui, vous avez répondu à votre propre question. Les grandes maisons d'édition, il faudrait s'entendre sur le terme grand. Il faudrait parler d'une surface, un étalage dans un hypermarché. Ça occupe une surface. Voilà, une grande maison. Ils ont le monopole, en fait. Voilà, une grande maison. Mais les grandes maisons ne sont plus ce qu'elles étaient. Donc oui, effectivement, les grandes maisons sont là pour vendre. Donc la vente va vers le goût de l'acheteur. Tout à fait. Si l'acheteur veut qu'on lui propose des mouches de cul de vache lyophilisées et qu'il considère ça comme la dernière forme d'ambroisie sur Terre, eh bien, vous aurez tout un tas de producteurs qui vont se mettre à la production de mouches de cul de vache. Donc, les éditeurs font ce qu'ils peuvent et surtout ce que veulent ceux qui achètent. Mais il fut une époque où un grand éditeur, prenons une maison comme Gallimard, Plon ou d'autres, Fayard est un peu à part, et fait encore de bonnes choses. Gallimard, qui a toujours publié un nombre incalculable de bouses insignifiantes et de rinsures, comme les appelait Rimbaud, et qui, de temps en temps, mettait le paquet pour défendre tel ou tel. Et donc, il y avait cette part du feu que l'on faisait entre une littérature de grande consommation, que l'on trouve dans les grandes surfaces des hypermarchés, et une littérature plus confidentielle, réputée, plus qualitative. Maintenant, regardez, prenons un exemple. Gallimard a publié, voici un certain nombre d'années, dans la collection L'Arpenteur, Christina Campo, écrivaine remarquable, qui avait écrit, entre autres, Les Impardonnables. Très bien traduit en français. J'en avais parlé il y a un certain nombre d'années sur Stalker, dans une indifférence à peu près générale, puisque personne connaissait, à part une poignée érudite, personne ne connaissait Christina Campo. Christina Campo, pas Christina Campos, qui existe aussi et qui est de l'ordre de... qui est à Christina Campo, ce que Virginia Woolf est à Virginie Despentes, ou plutôt l'inverse. Bon. Et Les Impardonnables sont tombés dans l'oubli. Je les ai un peu essayé de les en sortir. Et maintenant, jusqu'à une date récente, vous trouviez un exemplaire des Impardonnables à 100, 200 euros. Pourquoi ? Parce que Gallimard avait tout simplement considéré qu'après un premier tirage, il ne fallait absolument pas réimprimer. Récemment, apparemment, puisqu'on a été plusieurs sur Twitter à dire Gallimard, qu'est-ce que tu fais ? Gallimard, qu'est-ce que tu fais ? Franchement, qu'est-ce que tu fais ? Il y a eu un petit retirage, apparemment, et de nouveau, les Impardonnables sont redescendus à 25 euros. Et je crois savoir maintenant qu'ils vont paraître en poche pour le début de l'année prochaine. Mais voilà, donc même un Gallimard se contrefiche de la qualité du fond qu'il a. J'ai pris avec moi, parce que j'étais en train de le lire tout simplement, Janco, Le meurtre d'un enfant, édité par Gallimard, on le voit, NRF, etc., en 1965. La plupart des titres de Janco ont été édités chez Gallimard. La plupart des titres de Janco sont devenus totalement introuvables. Pourtant, c'est un auteur remarquable, un écrivain pour le coup, pas un écrivain. Et Gallimard s'en fiche. Et on pourrait citer d'autres exemples. Bernanos, comme je l'ai appelé, l'oublié de Plon, P-L-O-N. À une époque, Plon avait tout Bernanos, y compris la correspondance, et c'en est totalement défait, pour ne pas dire un autre mot. Il faut donner à tout prix au grand public une manière de se divertir, des chaînes dans lesquelles on l'enferme. Donc le commerce a pris le dessus, le commercial. Le commercial a largement pris le dessus. Non seulement il a pris le dessus, on pouvait dire à une époque que le commercial, quand on écoute les vieux débats des années 50, 60, le commercial a pris le dessus, est en train de prendre le dessus. C'était jamais vraiment a pris le dessus, est en train de prendre le dessus. Le commercial, chez nous, a pris totalement le dessus. Totalement le dessus. Il faut être un fou ou passer par l'auto-édition, comme l'a fait un NAB, ou comme avait fini par le faire Dantec, aurait dû finir par le faire Dantec, pour être vendu, parce que ça ne correspond plus, comme on dit, au goût du public. Comment vous estimez aujourd'hui qu'un ouvrage soit bon ? Et peut-être plus largement, comment est-ce que vous définissez la bonne littérature ? Mon Dieu, ça c'est une question, nous pourrions passer plusieurs journées. Comment définir qu'un ouvrage est bon ? Vous le lisez, la première page suffit. Alors même, je vais vous dire, je vais être méchant, la première page ne suffit même pas. On est, comme disait Julien Gracq dans La littérature à l'estomac, la littérature française a toujours été précédée d'une espèce de bruit de couloir. Maintenant, c'est plus vraiment un bruit de couloir, c'est un bruit de tube digestif et de conduit
que la pudeur m'interdit de nommer, mais il a toujours été précédé par un bruit, une réputation, comme on disait dans l'ancien temps. Une réputation. Donc je sais parfaitement que je n'ai pas besoin de lire. Si je voulais vraiment faire une critique et me montrer d'une mauvaise foi absolue, je ferais comme Jean Edernalier, je prendrais Cher connard, je dirais c'est de la merde ça, et je le balancerais comme ça derrière moi, sans même l'avoir lu. Et je pense que ce ne serait pas exagéré, parce que je sais, par définition, et parce que j'ai lu quand même d'autres choses de Virginie Despentes, et parce que je l'ai écouté, et parce qu'on m'en a parlé, la grandeur attire la grandeur, la petitesse attire la petitesse. Regardez les gens qui parlent de Virginie Despentes, regardez de quelle manière elle est adulée, regardez ou écoutez-la lorsqu'elle a quelque chose à dire, lorsqu'on l'interroge sur son art, sur ce qu'elle veut dire, sur son message, comme disent les modernes. Elle n'a rien à dire. Elle le fait dans une langue d'une vulgarité et d'une bêtise stratosphérique. Donc, je sais déjà que Cher connard, que je ne lirai évidemment pas, mais sur lequel je dirais le plus de mal possible, ne vaut strictement rien. Sans le lire. Sans le lire, mais bien sûr, sans le lire. Et à contrario, je sais déjà, ou tout du moins je le pressens, qu'un certain nombre d'auteurs, de plus en plus rares, ont une œuvre qui est susceptible de m'intéresser. Leur livre ne peut ne pas être intéressant. Je prends un exemple, Philippe Bordas. Philippe Bordas qui a sorti Cavalier Noir il y a très peu de temps, et encore plus récemment un essai sur Carlo Emilio Gadda, le grand auteur de La connaissance de la douleur. Philippe Bordas est précédé d'une réputation d'auteur intéressant et de styliste. Donc je me dis, je ne l'ai pas encore lu, mais je me dis, voilà qui est intéressant. Parce que la plupart du temps, lorsqu'un auteur est précédé d'une réputation bonne ou mauvaise, j'essaie de l'observer. Dantec était précédé d'une réputation, Houellebecq était précédé d'une réputation, et en général, je me méfie des gens dont la réputation les précède, dans un sens comme dans l'autre. Et Philippe Bordas m'envoie son livre en me disant « ça peut vous intéresser », etc., puisque ça parle du langage, essentiellement l'opposition entre un langage totalement neutre, inspiré de Blanchot, et une quête d'un langage qui serait absolu. Donc je me dis « oui, voilà, qui a priori peut m'intéresser ». Ensuite, je lis le livre. Et là, je vois un certain nombre de choses qui me plaisent, je vois un certain nombre de choses qui ne me plaisent pas ou qui ne vont pas assez loin, et j'en fais une critique. C'est aussi simple que cela. Vous parliez de la première page, dès les premiers mots. Oui, alors les premiers mots sont en général En fait, il faudrait imaginer qu'un texte ne commence jamais à la première ligne. Quelqu'un qui décide d'écrire un texte, quelqu'un qui publie son texte, s'il a quelque chose à dire... C'est peut-être un peu compliqué, enfin intuitif ce que je vais dire, mais s'il a quelque chose à dire, dès la première phrase, vous êtes tenu. Il vous tient, c'est-à-dire qu'il y a une tension. Céline aurait pu ne pas écrire Le voyage au bout de la nuit, que sa toute première phrase aurait suffi à happer notre attention et à nous dire il y a une tenue, il y a un registre duquel Céline ne va plus bouger. Pas un registre, parce qu'il y a une multitude de registres, mais une teneur, une corde. Je ne suis pas du tout musicien. Il faudra un musicien qui trouverait la bonne comparaison. Il y a un poids, une pesanteur, dirait Carlo Michael Stader, une pesanteur qui vous tient et vous vous dites « Ah !» et vous vous lancez. Vous pouvez vous tromper. Mais, à contrario, j'avais commencé par lire Orléans de Yann Moix, et la première phrase était aussi bête que toutes les autres. Et ne vous happez pas. Et une première phrase peut être insignifiante. Vous allez être happé. Vous allez être happé. Et Les Fous du Roi, Robert Penn Warren, voilà. Et vous êtes immédiatement happé. Et le roman fait 500 ou 600 pages. Vous lisez la première phrase de 2666 qui en fait plus de 1000 et vous êtes immédiatement happé. C'est un mystère. Je ne sais pas comment le définir, parce que un universitaire vous dirait oui, on va essayer de clarifier tout ça parce que votre propos est un petit peu trop poétique. Il y a un certain nombre de schémas actentiels que nous pourrions essayer de préciser pour qualifier votre pensée assez ma foi, éparse. Et il y a une forme de mystère, c'est-à-dire la littérature est une rencontre. Qu'est-ce qui fait que immédiatement vous allez être attiré par un visage, pas forcément le plus beau, par une présence? C'est le mystère de la réelle présence. C'est exactement la même chose pour une littérature. Une littérature, disait Charles Dubos, un grand critique, était la rencontre de deux âmes. C'est cela, c'est exactement cela. Avant de passer à la transition, est-ce que vous auriez peut-être une phrase d'un écrivain contemporain que vous retenez ou récemment rencontré, que vous pourriez nous citer? Non.
Non. Je suis nul. Je n'arrive à plus rien mémoriser. Et non, je n'ai pas de... Vous vous rendez compte, j'ai même failli oublier le nom de Robert Penn Warren, ce qui est quand même... c'est comme si on me disait, quel est cet auteur qui a écrit Le bateau ivre. Je cherche. Non, je n'ai pas de phrases qui me reviennent immédiatement en tête. Désolé. Juan Asensio, merci beaucoup. Je propose qu'on passe à la suite. Oui, merci pour ces premières réponses et nous allons aborder la seconde partie de cette émission. Et pour nos téléspectateurs qui nous découvrent et qui ne seraient pas encore familiers, celle-ci se propose d'être un échange moins convenu, mais plus convivial. Je le commencerai donc cette seconde partie. Qu'est-ce que ça va être ? Parce que la première partie était déjà très conviviale. Non, mais c'est dans le sens où nous allons traiter, par exemple, de philosophie. Et vous avez une grande estime pour un philosophe danois, Søren Kierkegaard. Et je voulais savoir si vous pourriez nous en dire un peu plus sur le personnage, sa philosophie et pourquoi il vous touche autant. Oh, je ne suis pas du tout philosophe, donc je ne dirais que des banalités sur Kierkegaard. Kierkegaard, j'ai toujours eu un rapport assez particulier à son œuvre. Que j'ai lu à un âge assez jeune finalement, et ensuite que j'ai redécouvert à plusieurs étapes de ma vie, y compris privée, et aussi par le biais d'autres lectures, de grands écrivains comme un Paul Gaden, qui parlait de Kierkegaard comme d'un sommet de la pensée, pour la simple et bonne raison que Paul Gaden, qu'on évoquera peut-être, qui est un écrivain qui me tient particulièrement à cœur, qui est probablement l'un des plus grands prosateurs de langue française du siècle passé et de ce siècle donc, avait vécu une expérience douloureuse de séparation d'une femme qu'il avait follement aimée. Et il avait découvert parallèlement que Kierkegaard s'était séparé de sa fameuse fiancée, enfin fameuse, il l'a rendue fameuse, pardon mesdames, mais il l'a rendue fameuse, Régine Olsen, en considérant que ce n'était pas un homme pour elle. C'était une gamine, on peu s'en faut. Alors elle avait juré qu'elle allait se suicider, et bien sûr, 6 mois plus tard, elle s'était mariée avec un autre. Et Kierkegaard, sur cette séparation volontaire qu'il a lui-même poussée, en se faisant passer pour un homme de petite vertu, de mauvaises mœurs, Kierkegaard a médité le reste de sa vie sur le sens de cette séparation et sur la possibilité de rendre signifiant la séparation qu'il avait lui-même provoquée de la femme qu'il aimait probablement. Je me demande qui peut rentrer dans la tête et dans le cœur de Søren Kierkegaard. Mais enfin, il a passé le reste de sa vie à fonder une philosophie, entre autres, bien sûr, et à songer à ce que pouvait être le sens d'une reconquête, d'une reprise, d'une répétition, suivant les traductions, de la femme qu'il avait aimée et volontairement perdue. Et cela a apparemment beaucoup aidé Gaden, non seulement pour sortir du marasme dans lequel l'avait plongé sa propre séparation, mais parce qu'il a compris que c'était finalement cette espèce de reconquête était non pas une reconquête toute banale ou, comme il la figure dans La plage de Scheveningen, qui est un roman admirable, un homme qui a aimé une femme essaie de la revoir juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la retrouvera dans une espèce de nuit fantasmatique. On ne sait pas trop d'ailleurs s'ils coucheront ensemble, s'ils s'aimeront. En tout cas, ils parlent toute la nuit. Et cette nuit-là est une nuit ancestrale qui le plonge lui-même dans des méditations sur le meurtre de Caïn et d'Abel. Bref, il y a une forme de reprise. C'est-à-dire que quelque chose, une personne que l'on a perdue, il nous est possible, nous enseigne Kierkegaard, et il l'enseigne par son propre exemple, c'est ça qui m'a fasciné aussi, il met ses tripes sur la table, nous enseigne qu'une reprise est possible, c'est-à-dire une forme de reconquête de la femme aimée à un plan supérieur. Peu importe finalement que Régine Olsen ait refait sa vie avec un homme dont l'histoire n'a pas gardé la trace, et fort heureusement, Kierkegaard, lui, a reconquis dans son fort intérieur, dans sa fine pointe, eût dit un maître Eckhart, dans sa fine pointe, a reconquis une espèce d'image idéalisée de cette Béatrice, comme si finalement il ne fallait pas tant aller au fin fond de l'enfer, puis du purgatoire et monter jusqu'au paradis pour reconquérir Béatrice, mais il fallait faire cette plongée en soi-même.
Et c'est très très fascinant. Je songe aussi à un autre exemple, une perte qui a hanté un auteur, un écrivain décidément, un écrivain mais aussi auteur, Thomas de Quincey, qu'avec Kierkegaard je considère comme un des plus grands génies de tous les temps. Il est foudroyant, c'est une intelligence foudroyante. Il y en a peu, Baudelaire, Rimbaud, Dostoïevski encore. Bon, Thomas de Quincey a été toute sa vie hanté par une jeune femme qu'il avait fréquentée dans sa plus grande misère lorsqu'il était à Londres. Et lorsqu'il commençait à se préparer à la consommation aiguë d'opium, de laudanum d'abord et puis d'opium, et cette femme était une prostituée, et qu'il a secouru à un certain moment de sa plus grande déchéance, et que pour tout un tas de raisons dans lesquelles on n'a pas besoin de rentrer, il a perdu de vue parce qu'il a loupé un rendez-vous. Il aimait cette femme, elle l'aimait probablement, et il aura passé tout le reste de sa vie, et on en voit la trace de cette Anne dans chacun de ces textes postérieurs aux confessions d'un mangeur d'opium, et d'ailleurs dans toute l'œuvre. Donc il y a cette forme de reconquête de quelque chose que l'on a perdu. Et finalement, on pourrait bon an mal an, faire glisser cette métaphore de la femme perdue vers une métaphore de la langue perdue. Et Kierkegaard nous apprend à reconquérir une forme de langage intérieur. Et ce langage intérieur, on ne cherche pas à le reconquérir pour le reconquérir, on cherche à le reconquérir pour être libre. Voilà le but final de Kierkegaard. Le but de Kierkegaard c'est un maître en liberté. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, à propos de la zone, de déambulation ironico-kierkegaardienne, c'est-à-dire qu'il se met jusqu'à un certain niveau et il dit, voilà quel est le but, voilà quel est la quintessence du savoir. Moi, je ne dis pas que je suis croyant, je ne suis certainement pas un chevalier de la foi, mais si j'étais un chevalier de la foi, si j'avais aimé Régine, si j'étais croyant, voilà ce que je ferais. Et il nous montre, à vous ou pas, de faire le pas. Mais par rapport à ça, je rebondis sur la notion du sacré. Quel rapport vous entretenez avec le sacré ? Quel rapport j'entretiens avec le sacré ? Un rapport kierkegaardien, ambigu. Voilà, je ne peux pas vous en dire mieux. Le sacré, vous le savez aussi bien que moi, est très ambigu. Il est à la fois bénéfique et maléfique. Donc, avec le sacré, ma foi, j'entretiens le rapport que toute personne est censée, avec un S puis avec un C, est censée entretenir. C'est-à-dire qu'on le cherche, le sacré. Moi, je cherche, si je dois parler de moi, je cherche les dernières bribes du sacré que je retrouve, pour ma modeste part, dans la littérature, dans un certain nombre de grandes œuvres, essentiellement passées, qui, pour moi, sont des manières de chercher une forme de transcendance. Je ne vais pas dire le mot Dieu qui peut fâcher, mais une forme de transcendance. Et c'est dans le culte de la beauté, pas la beauté cultivée pour elle-même et louée pour elle-même. La beauté comme marchepied, la beauté comme vitrail qui se fait transparence et qui permet à la lumière de passer. Voilà quel est mon rapport. C'est un rapport assez kabbalistique, où finalement la création s'est brisée et chacun, avec ses forces, avec ses faiblesses, avec son talent, son génie peut-être, cherche les bribes, les morceaux du vase pour recomposer le vase. Et tout le monde sait parfaitement qu'il lui est impossible de recomposer le vase. Comme il est parfaitement impossible, Claudel et d'autres nous l'ont dit, d'arriver à Dieu en passant par l'art, et nommément par la littérature. Mais si nous ne faisons pas cet effort, qui est plus qu'un effort, qui est un apostolat, qui est une mission, nous sommes des écrinains, des gens qui sont réduits à lire des écrinains. Nous sommes des cochons qui ne sortent pas de leur bauge. Il y a un passage de Lautréamont où il dit enfin, les chiens, même les chiens regardent vers l'infini. Et voilà, il faut qu'on mette la main en visière et qu'on regarde un peu plus loin. Et c'est cela le problème des écrinains actuels. Ils écrivent à hauteur de nombril. Et je reste poli en disant à hauteur de nombril. Ils écrivent à hauteur de nombril. Il n'y a aucune profondeur, à la fois vers le bas et vers le haut, dans une postulation baudelairienne. Il faut qu'il y ait une verticalité. Voilà quel est mon rapport au sacré. La verticalité est le sacré. Et dans son Gai Savoir, Nietzsche affirmait « Dieu est mort ». Vous en pensez quoi ? C'est pour rester dans la veine philosophique. Tout à fait. C'est pour rester dans la veine conviviale. Dieu est mort. En tout cas, je ne pense pas qu'il soit mort. Enfin,
Si on est chrétien, on considère qu'il est mort sur la croix. Si on ne l'est pas, on ne peut pas considérer que Dieu est mort, puisque s'il mourait, il ne serait plus Dieu. Je pense que Dieu est mort dans l'esprit de ceux qui sont censés lui rendre un culte, le chercher. Max Picard, un grand philosophe, puisque vous aimez bien les philosophes un peu oubliés, avait écrit un livre admirable qui s'appelait « La fuite devant Dieu ». Non pas la fuite de Dieu, mais la fuite devant Dieu. C'est l'homme qui fuit Dieu, ce n'est pas l'inverse. Regardez, nous sortons d'une époque, d'une période assez récente finalement, de confinement. Moi, comme peu de Parisiens, je suis resté tranquillement chez moi et je ne suis pas allé à la campagne véhiculer mes microbes. Et j'ai été frappé, comme tout un tas d'autres Parisiens, de constater le retour de la nature et des animaux dans une ville qui était devenue non seulement vidée de ses Parisiens, ce qui est une bonne chose, mais vidée du bruit, de la circulation. Et vous voyez lentement, j'habite pas très très loin de la maison de la radio, donc près de la Seine, et on voyait des canards, on voyait même des oies qui remontaient sur la route, ce qu'elles n'avaient jamais fait depuis une éternité, parce qu'il n'y avait plus de circulation, parce qu'il n'y avait plus de bruit. Et l'homme, dès que l'homme recule d'un mètre, immédiatement, ce qui reste de la nature, parce qu'il y a un moment où effectivement elle ne sera même plus capable de faire ça, immédiatement la nature prend le dessus et revient. Donc c'est ça qui est fascinant, comme le montre une très très belle nouvelle de Arthur Machen, La Terreur, qui montre que une série de crimes épouvantables, et on n'arrive pas à en déterminer la cause. Pendant la Première Guerre mondiale, et les Anglais pensent que ce sont des Allemands qui se sont terrés sur leur île, dans les trous de leur île, et qui tuent au petit bonheur la chance des gens. Pas du tout. On finit par comprendre que c'est la nature qui se rebelle. Pourquoi elle se rebelle ? Parce qu'elle considère, la nature, le sacré, considère que l'homme est descendu de son piédestal et de son rang où l'avait placé celui qui l'a créé, son créateur. Et c'est parce que l'homme a déchu de sa place qu'il faut être sans pitié avec lui. Donc, je ne pense pas que Dieu soit mort. Je pense que tout est fait pour que non seulement nous ne souhaitions pas le retrouver, mais nous ne désirions même pas le retrouver. C'est le vieil adage sur la servitude volontaire. Tout est fait, je parlais du grand inquisiteur tout à l'heure, tout est fait pour oublier Dieu. Et tout est fait pour nous donner un maître à notre hauteur qui flattera par avance nos désirs les plus secrets. Voilà le centre de toute véritable dictature. Une dictature n'est pas coercitive. La dictature absolue est celle qui va dans le sens de vos désirs les plus secrets et qui les exauce par avant, comme l'ont montré tout un tas de récits comme Aldous Huxley, par exemple. Comme Aldous Huxley l'a montré. Mais il y a tout de même une forme de rébellion dans Aldous Huxley, parce qu'on conserve quelques sauvages parqués au loin, et finalement les alphas qui se retrouveront dans une réserve, dans un ghetto de sauvages, vont avoir des problèmes ensuite. Tout à fait. Et d'ailleurs, je rebondis juste là-dessus, le temps passe très vite et on devra après passer à la dernière partie, mais on évoque Aldous Huxley et j'ai cru comprendre que vous aviez une affection toute particulière pour la littérature SF et d'anticipation, et je voulais vous demander déjà quels sont les ouvrages qui vous ont le plus marqué dans cette littérature, et qu'est-ce que pour vous ce genre a de plus que les autres genres littéraires ? Première question, j'ai découvert la science-fiction bien avant toute forme de littérature dite classique. Je vivais à Villeurbanne, de parents ouvriers et vendeurs, et dans une grande surface, et je n'avais pas les moyens, ou très peu, pour m'acheter des livres. Et j'étais un fils unique, je lisais. Donc je les volais. Et je volais essentiellement des livres de science-fiction. Je crois avoir tout écumé. Asimov, Heinlein, Dick, Brunner, Herbert, tout un tas d'autres, Stanislas Lem, Samuel Delany, Farmer, bref. J'ai découvert la littérature, finalement,
par un biais qui a été totalement méprisé pendant un certain nombre d'années. Maintenant, c'est un petit peu en train de changer, qui a été la littérature dite d'anticipation et de science-fiction. D'anticipation, on réserve plutôt cette terminologie-là pour la science-fiction old school, d'une certaine manière, à la française. La science-fiction étant autre chose. Donc, je me suis éveillé l'esprit, d'une certaine manière, par la science-fiction, et je me revois frémissant d'impatience lorsque ma mère m'avait rapporté de France Culture, où nous étions abonnés, un exemplaire de Dune de Frank Herbert, que j'ai relu un nombre incalculable de fois jusqu'à sa plus récente adaptation. Qu'est-ce qu'apporte la science-fiction ? La science-fiction a tout dit de notre époque. Absolument tout dit de notre époque. On entend maintenant, on nous dit que Houellebecq est un prescient, qu'il voit l'avenir, qu'il a imaginé les gilets jaunes, il imagine tout, Houellebecq. Mais mon Dieu, tout a été écrit sur notre époque de fer actuelle. Quand on lit un John Brunner, tout ça Zanzibar, tout a été dit. Tout. L'asservissement à la machine, une simple trilogie, qui n'est plus une trilogie, mais on va dire que c'est une trilogie comme Matrix, a tout dit de notre époque. À la fois cette déréalisation totale et le fait que l'homme n'est même plus réduit à l'état d'esclave par la machine, il est directement consommé par la machine. Et les thématiques de surpopulation, alors John Brunner, dans tout ça Zanzibar, je l'ai évoqué, mais Harry Harrison, qui avait écrit Soylent Green, qui a été fâcheusement traduit en français par Soleil Vert, où l'homme consommait l'homme, sans le savoir. Nous y sommes. Nous y sommes plus ou moins. On est en train de nous dire qu'il va falloir passer à une alimentation beaucoup moins carnée, beaucoup moins végétalisée, beaucoup moins à base de poissons. Qu'est-ce qu'on va trouver pour remplacer cela ? Alors bien sûr, à Séoul, la viande synthétique, mais surtout les insectes. Et on ne se rend pas compte, qui sont déjà consommés dans un certain nombre de populations, mais qui vont l'être de plus en plus dans les pays spécifiquement européens. Vous allez en Finlande, vous avez déjà la farine du pain, qui à 5% sur l'ensemble du pays, est composée de farine de verre, de farine de ténébrion. Et on y vient de plus en plus. Les algues, les macroalgues, comme on dit, et les insectes. Donc tout cela, on a l'impression maintenant qu'on est en plein dedans. Mais tout cela a été dit, voici 10, 15, 20, 30 ans. La virtualité aussi. La virtualité. John Brunner, qu'on a cité, avait déjà évoqué Neuromancien. Neuromancien a lancé Philippe K. Dick avec parce que les androïdes rêvent de moutons électriques, qui est devenu par la suite Blade Runner, avait tout dit de cette déréalisation totale où vous êtes dans la réalité, mais il y a un petit détail qui vous prouve que la réalité n'est pas vraiment cette réalité-là, et qu'il y a une espèce de force occulte, sans verser dans le complotisme, il y a une espèce de force occulte qui se glisse et qui vous montre, comme dans Le Maître du Haut-Château, que la réalité n'est pas celle où les Allemands et les Japonais, les puissances de l'Axe, ont gagné la guerre, mais bien les Américains avec les Anglais, etc. Et vous êtes enfermé dans cette réalité qui est seconde, qui est parallèle, avec laquelle de temps en temps vous pouvez en sortir. Pas toujours, de moins en moins. Donc la science-fiction m'a tout appris, et j'ai toujours été particulièrement énervé des discours réducteurs, voire méprisants, de gens qui n'ont strictement aucune culture littéraire et qui feraient mieux de fermer leur clapet lorsqu'ils parlent par exemple de science-fiction. Je parle de science-fiction, je ne parle pas de science-fiction française à la mode telle qu'elle est éditée par Gallimard. Je parle de la hard SF, les Heinlein. Voilà, ça c'est des auteurs, les Clarke, les Asimov, qui ont dit quelque chose de notre époque. Très bien. Avant de passer à la suite, juste une dernière question quand même. Quand on vous entend parler, convivial, quand on vous entend parler de littérature et la culture que vous avez littéraire, vous n'avez jamais songé à créer votre propre maison d'édition ? Oh, quelle horreur! Non, mon Dieu. Tout est dit. Mon Dieu, j'ai essayé toute ma vie d'échapper à 3 choses. La carrière journalistique, la carrière éditoriale et la carrière universitaire.
Alors, j'y suis arrivé. J'aurais mieux fait peut-être d'embrasser l'une de ces trois, voire les trois, comme c'est tellement à la mode. Maintenant, les passerelles sont infinies. Vous êtes un auteur, vous êtes déjà universitaire, vous êtes universitaire et auteur, vous passez à la télé, vous êtes à peu près journaliste, et bientôt vous allez être considéré comme un écrivain, alors que vous n'êtes qu'un écrivain. Bon, mais non, je n'ai jamais voulu créer ma maison d'édition, parce que à quoi cela me servirait-il de créer ma maison d'édition ? Nous sommes le pays qui a le plus de maisons d'édition au monde. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Rien. Alors, sans transition, passons à la suite. Oui, très bien. Et juste avant de conclure et de passer à notre traditionnel questionnaire de Proust revisité, je tenais à faire un petit instant promo en invitant tous nos téléspectateurs à se procurer cet ouvrage. Le temps des livres est passé, parce qu'il est un véritable condensé de la grande littérature et il fait découvrir bien des auteurs qu'on ne connaît pas forcément initialement. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que nous mettrons très prochainement un exemplaire en jeu sur Instagram. Alors abonnez-vous sans plus attendre à notre compte, @les-inactuel. Et j'en profite également pour saluer le gagnant du concours du mois dernier qui gagne un exemplaire des variations satiriques de Bertrand Lamel. Vous êtes sûr que vous allez lui faire un cadeau ? Oui. C'est un gros pavé de 800 pages. Si, indéniablement. Je décline toute responsabilité. Je ne suis pas à l'origine de cette campagne promotionnelle. Passons à notre questionnaire de Proust revisité et sans plus tarder, la première question. Même si vous l'avez déjà évoqué, Juan Asensio, quels sont les 5 ouvrages que vous emporteriez sur une île déserte pour survivre à la solitude ? Pour survivre à la solitude, j'ai pas besoin de survivre à la solitude. Je m'entends très très bien avec toutes les voix que j'ai dans ma tête. C'est le quart d'heure, je vous fais peur. Shakespeare, 5 œuvres, non. 5 œuvres complètes. Ça sera déjà, j'essaie de ruser. J'essaie de ruser parce que sinon, les œuvres complètes de Shakespeare, un condensé en tout cas, parce que ça sera plusieurs tomes. Conrad, Shakespeare, Dostoïevski, Bernanos, je suis même pas sûr. Faulkner, 4. Robert Penn Warren, peut-être, oui. Celui dont j'ai eu du mal à me souvenir tout à l'heure. Voilà. D'accord. Après, plus précisément, 2666 de Bolaño, probablement. Alors là, vous allez voir, ça n'a parfois rien à voir avec le condensé, parce que c'est un ouvrage monde. Alejandra de Ernesto Sabato, sobre héroes y tumbas, dans sa seconde traduction, à propos de héros et de tombes. Lord Jim de Conrad, et là on retombe dans les classiques. Absalon de Faulkner. Monsieur Wynne, peut-être, et je n'en suis pas sûr. Gaden, la plage de Scheveningen, je crois. Très bien. La seconde question... Ce serait pour creuser ma solitude, ce genre de livre. D'accord. Et en creusant votre solitude, vous la surpassez et vous accédez à une forme de totalité, de sacré, pour le coup. Pour creuser ma solitude et mon désespoir, j'emporterai tout ce qui se publie actuellement. Dostoïevski parlait du cas d'un prisonnier qui serait condamné en cellule à vie à n'avoir face à lui qu'un seul tableau. Quel serait le tableau empêchant le condamné d'essayer de se suicider ? Imaginez une photographie des tulipes géantes de Jeff Koons installées à Paris. Vous essayez au moins d'avaler votre langue pour vous suicider. Non. Voilà, il faut imaginer une œuvre qui non pas vous enferme dans votre petitesse, la petitesse de l'écrit nain et du lecteur de l'écrit nain, mais qui vous exauce et qui vous élève. Seconde question. Ça ne rigole pas. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais d'ailleurs, les autres questions ne vont pas rigoler non plus. De quel don auriez-vous aimé être pourvu à la naissance ? Le mien. De quel autre nom ? Non, le don. Le don, j'avais entendu le mien. Lequel ? Celui de savoir lire. Vous allez me demander de le définir, je n'en sais rien. Je suis né avec ce seul don-là, je pense. Savoir lire. Un don se cultive. Un don qui n'est qu'un don, ce n'est rien. Un don, on le travaille. Je crois que c'est mon seul don. Savoir voir. Peut-être on le décèle un peu dans la photographie, mais non. Savoir lire. Savoir immédiatement jauger et juger un livre. Je ne sais pas si c'est un don, mais à ma connaissance, c'est mon unique don. D'accord. Quelle modestie. Quelle est la coutume française que vous affectionnez le plus ?
Cet esprit d'universalité qui s'agrège autour d'un bon verre de vin. D'accord. Quelle est la plus noble vertu de l'homme? Son obstination. Pas son intelligence, pas son courage, son obstination. Faulkner parlait de sa nourrice noire, pour laquelle il avait une immense affection tout au long de sa vie, et qui avait fait graver sur sa tombe « Elle a enduré ». Voilà, l'obstination. Sans obstination, nous sommes de la paille soulevée par du vent. Et le pire vice? La prétention. La prétention ne va jamais seule. Elle va de pair avec la bêtise. La prétention suinte, exsude. Regardez la passation de pouvoir, si je puis dire, entre François Bunel et, comment s'appelle ce clown, Augustin Trapenard. Vous les regardez et ils sont ruisselants d'aménité. Ils sourient, ils s'entrelèchent, au sens rabelaisien, bien sûr. Si vous deviez renaître dans la peau d'un grand personnage historique, lequel choisiriez-vous? Ah, je ne sais pas. Un de ces empereurs romains totalement décadents, dont la vie se consume comme une espèce de bolide effrayant, ou qui empile, qui fait des atrocités, qui brûle, qui se sert des chrétiens comme de torchères, ou un conquérant du style Attila, dont on disait que même l'herbe ne repoussait pas après le passage de ces valeureux soudards. Un personnage qui n'aurait aucune espèce de retenue. J'allais dire Gilles de Rais, mais là, on me conseillerait de consulter, qui n'aurait plus d'espèce de retenue, mais dont cette absence de retenue aurait été le fruit d'un passage. Gilles de Rais n'est devenu Barbe Bleue qu'après avoir été au contact de la pucelle, comme le montre génialement Huysmans dans Là-bas. Il faudrait ce passage-là, un grand pêcheur qui redevient humble, comme le montrait ce film assez bon de Roland Joffé, Mission, où on voyait, je crois, joué par De Niro, un hidalgo sombre et fier, ce qui est un triple pléonasme, tuer le rival, un rival ou un homme qui avait manqué de respect à sa sœur, je crois, je ne sais plus, et conscient de son acte, traverser l'Amazonie entière avec une croix en expiation de ses péchés. Un personnage extrême. Ok. Tout à l'heure, vous parliez d'un tableau, et je ne sais pas si ça sera le cas pour vous, mais quelle est l'œuvre la plus proche de votre définition du beau? En matière de peinture ? Non, pas nécessairement. Ça peut être une musique, ça peut être un paysage. Je suis très très mauvais. Je n'ai aucune culture musicale particulière et je ne sais pas jouer d'instrument. Mais je dirais, comme un George Steiner, que la musique, un grand morceau, est quelque chose qui nous donne le plus le sentiment du divin. Voilà, le sentiment océanique du divin. Ou alors, ça peut être une œuvre dans la fulgurance à tel ou tel passage, que ce soit une image, un Rimbaud ou un Baudelaire, quelque chose qui vous saisit. J'ai cité Thomas de Quincey, une intelligence foudroyante à la Kierkegaard, quelque chose qui, vous dites, là, il y a quelque chose qui dépasse la simple intuition. Ou même une Simone Veil, il y a quelque chose qui dépasse la simple intuition et vous êtes face au génie. Voilà ce qui me donnerait le sentiment d'une plénitude et le sentiment du beau. Ou ça peut être un acte, un Carlo Michelstatter, Oui. ayant écrit La persuasion et la rhétorique, qui correspondait à un mémoire de maîtrise, se suicide à 24 ans en écrivant le dernier mot de son manuscrit qui allait devenir justement son livre, parce qu'il avait compris que lui-même ne rentrait pas dans les clous, pour ainsi dire, de ce qu'il avait écrit, c'est-à-dire qu'il était en dessous de ce qu'il avait projeté philosophiquement. Donc, il en a tiré la plus belle conclusion qui soit possible, il se suicide. Ça, c'est admirable. C'est-à-dire quand le suicide, je n'ai pas de culte pour le suicide, mais quand le suicide peut être considéré comme l'acmé d'une œuvre. Un Rimbaud qui écrit tout entre 13 et 17 ans, et 18 ans, et qui considère qu'il n'a plus rien à dire, et qui va considérer tout ce qu'il a écrit
comme des rinsures, et passera totalement à autre chose. Et son silence est inversement proportionnel au bavardage infini que tous les commentateurs posent sur une œuvre énigmatique, en disant « Nous allons essayer d'expliquer le silence de Rimbaud au Harar, en Abyssinie, etc., etc. » Mais il y a une cohérence entre ces textes et la platitude totale de sa correspondance. Non, il n'y en a pas. Il est passé à autre chose. Ça a de la gueule, comme disent les jeunes. Ça a de la gueule. Voilà qu'il y a de la gueule. Quel est votre compositeur ou artiste musical préféré ? Je n'en ai pas spécialement. Non, je n'en ai pas spécialement. J'écoute absolument de tout, que ce soit du classique ou j'aime bien Massive Attack, j'aime bien la période des années 80, ou les Pixies, New Order, Joy Division, toutes cette... Mais je peux passer facilement de l'un à l'autre sans aucune espèce. Et j'écris souvent, ça c'est un scoop, j'écris souvent mes notes avec un bruit de fond. D'accord. Et quand les notes sont méchantes, je mets du Pixies. Et quand les notes doivent être plus élégiaques, quelque chose d'un peu plus aérien. D'accord. Non, c'est une blague. Je n'écris pas ça. Je n'écris pas avec de la musique en fond. Je me concentre sur ce que j'ai à écrire. Cultivez-vous des passions secrètes ? Bien sûr. Oui, j'en ai une. Qui n'est pas secrète, mais qui n'aboutira jamais, puisque je vais vous la dire. Je suis fasciné par Le Cœur des Ténèbres, Heart of Darkness de Conrad. Et j'essaie, depuis un certain nombre d'années, de lire tous les romans, les œuvres de fiction en tout cas, toutes les œuvres de fiction qui se sont inspirées de Cœur des Ténèbres. Pour, de la plus récente à la plus ancienne, c'est-à-dire la plus proche de Heart of Darkness, essayer de remonter en mimant le cheminement de Marlowe vers Kurtz, ou en mimant, comme on voit aussi dans Apocalypse Now, qui est une transposition du Cœur des Ténèbres, en évoquant tous les romans qui s'en sont directement ou pas inspirés. Et, une fois que je suis au Cœur des Ténèbres, de remonter plus haut. Parce que je pense que Conrad lui-même, ce génial texte qu'est Le Cœur des Ténèbres, s'est inspiré de tout un tas d'autres auteurs, dont notamment H.G. Wells. Bref, ça c'est mon grand rêve secret qui ne trouvera jamais à se concrétiser parce que ça demanderait un travail colossal. Et surtout, pour en revenir à votre question de tout à l'heure, quel éditeur pourrait publier un tel livre ? Quel éditeur pourrait publier un tel livre ? Et j'ai un second rêve secret, ce serait celui d'aller sur tous les lieux, de visiter tous les lieux que Bernanos, au cours de sa vie pour le moins aventureuse, dans lesquels il s'est installé ou où il est allé, armé d'une bonne appareil photo, et d'en faire une espèce de pèlerinage de la France, en passant par Majorque, en passant par l'Amérique du Sud, sur tous les lieux où Bernanos, d'une manière ou d'une autre, s'est rendu, pour en faire à la fois une espèce de déambulation à la Sebald, comme les Anneaux de Saturne ou comme d'autres Austerlitz, où je suis Bernanos, qui serait un mélange de texte et de photographie. Là encore, je mourrais sans voir ce vœu exaucé. Très bien. Et dernière question. Enfer ou paradis ? J'aurais tendance à dire que l'enfer est quand même beaucoup plus réjouissant. Et on y trouvera surtout... Je pense que le paradis doit être sacrément dépeuplé, en fait. Sacrément dépeuplé. Pour ne pas dire totalement vide. Donc je n'ai pas envie de me retrouver seul dans un coin totalement vide et sans possibilité de lire un bon livre. Vous me direz, si je suis au paradis, j'aurai une conscience totale et je surplomberai l'enfer. L'enfer, probablement. Beaucoup plus stimulant. Il ne faudrait pas repeupler le paradis, justement. Il faudrait d'abord trouver des saints pour repeupler le paradis. Commencer par trouver des saints et automatiquement, le paradis sera repeuplé. Il n'y a plus de saints, il n'y a plus de pécheurs de la même manière. De grands pêcheurs. Donc s'il n'y a plus de grands pêcheurs, il n'y a plus de grands saints. Ce sont des vases qui communiquent les uns avec les autres, comme l'ont admirablement montré Barbet, Hello, Bernanos bien sûr, Claudel. Sans saints, pas de pêcheurs, et sans pêcheurs, pas de saints. Nous sommes dans une espèce de vague neutre, le neutre absolu, qu'avait prophétisé Jacobi dans sa lettre sur le nihilisme, et qu'ensuite, sur laquelle a prospéré tout un tas de champignons plus ou moins intéressants, dont Maurice Blanchot et toute cette clique
de moisissure, déconstructrice, dans laquelle la plupart des écrivains, je fais attention maintenant, des écrivains s'inscrivent, c'est-à-dire une absence de style, une absence de vision, une absence de pensée, une absence de parole, une absence de tout, le neutre. Très bien. Eh bien, écoutez, cher Juan Asensio, merci beaucoup. Merci à vous Merci à vous. de m'avoir invité. Chers téléspectateurs, il est temps de nous quitter et j'espère de tout cœur que ce nouvel épisode aura trouvé grâce à vos yeux et vos oreilles. Et si tel est le cas, je vous encourage à le partager autour de vous avec la plus grande ardeur, car pour l'heure, nous ne pouvons survivre que grâce à votre soutien. Enfin, nous vous retrouvons le mois prochain pour un nouveau rendez-vous avec un invité intarissable sur l'histoire et la politique française. Chers inactuels, bonsoir.